La résolution d'équations valeur propre fait certainement partie des outils les plus puissants, voire même le plus puissant qu'un mathématicien, un physicien ou même un ingénieur a à sa disposition. Et tu peux te demander pourquoi? Ben parce que ce type d'équation revient énormément dans plusieurs phénomènes physiques. On peut notamment parler de la fabuleuse équation de Schrödinger, indépendante du temps en mécanique quantique, qui nous donne les différents états stationnaires d'un système quantique, par exemple l'état où se trouve un électron, un photon, un positron, etc., etc. C'est vrai que cette équation ne modélise pas toutes les particules quantiques, mais elle couvre un large spectre de phénomènes en physique. On peut également trouver la grande famille d'équations de type dite Delmotte, qui modélise les ondes stationnaires, un peu comme la vibration d'une membrane ou la vibration d'une corde, la diffusion des neutrons dans un réacteur nucléaire, le flux de neutrons dans une réaction de fission nucléaire. Elle modélise également l'évolution du champ électromagnétique dans un milieu de type kit d'onde. Elle peut également modéliser l'évolution de la chaleur, l'étude des vagues, l'écoulement des fluides, etc., etc. Donc là, on peut comprendre que les équations aux valeurs propres modélisent énormément de processus en physique, voire peut-être même tous, mais pas quasi tous. Et ça peut pointer du doigt, et plein de physiciens ont remarqué que c'est assez bizarre de voir que plein de phénomènes physiques peuvent se résumer à juste des équations aux valeurs propres. Un physicien notamment a dit ceci: ce n'est pas du tout naturel que toutes les lois de la nature puissent être décrites par des équations aux valeurs propres, et pourtant, c'est le plus beau cadeau que nous ayons reçu. Eugen Lichtner, célèbre physicien en mécanique quantique. Et c'est assez fascinant, on peut bien le remarquer, hein, que juste, disons, les équations d'Helmholtz modélisent plus de 10 phénomènes en physique, passant par toute la mécanique quantique, la mécanique des fluides, la température, la chaleur, l'électromagnétisme, etc. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo a pour objectif de te montrer une approche intuitive liée aux valeurs propres, aux vecteurs propres et aux opérateurs ou aux matrices. Mais avant de parler de vecteurs propres, de valeurs propres, d'opérateurs de matrices, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Un vecteur, par exemple le vecteur 1, c'est un élément mathématique qui représente qui peut représenter la position, par exemple en disant la position d'une particule. Ici, c'est un vecteur à deux dimensions, dans un espace à deux dimensions, disons les coordonnées x, y. Ça peut également représenter la vitesse d'une particule, la force qui s'applique sur une particule, l'état dans lequel la particule se trouve, ou alors les différentes actions de la particule dans un espace. Comment est-ce qu'on représente un vecteur dans l'espace à deux dimensions? Un vecteur à deux composantes qui est en deux dimensions. C'est assez simple. Le vecteur V, qui est le vecteur 1, le 1 correspond à la composante en Y, donc normalement ça se dit x, y. Donc c'est 1 pour 1 en X, 1 en Y. Et ça sert à quoi d'avoir des vecteurs? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des vecteurs? Si tu as des vecteurs, tu peux construire ce qu'on appelle un espace vectoriel. C'est un espace où tu peux faire des opérations vectorielles. Il y a plein de types d'espaces vectoriels. En mathématiques, par exemple, on va parler de l'espace L carré, où tu as des fonctions de carré sommables. On va également te parler, par exemple, des fonctions de l'espace d'Hilbert, qui est l'espace le plus grand qui existe. On dit souvent que on dit souvent en mécanique quantique que l'espace d'Hilbert est grand. C'est un peu une phrase poétique. Donc, avec des vecteurs, on peut construire un espace vectoriel. Et si du coup, c'est quoi un espace vectoriel? Un espace vectoriel, c'est juste un espace où tu peux faire certaines lois. C'est souvent des lois de transformation. Tu peux appliquer une transformation à un vecteur, tu peux tourner le vecteur, tu peux additionner les vecteurs, tu peux translater un vecteur, tu peux faire ce que tu veux dans la limite du possible avec un vecteur. Donc, par exemple, ce vecteur V, je peux appliquer une transformation, c'est-à-dire tourner le vecteur et ensuite l'élargir pour créer ou engendrer un autre vecteur U sur base du vecteur V. Je peux engendrer le vecteur 2 et de composante 2 moins 3. Donc ce vecteur est engendré en faisant deux opérations, comme tu peux le voir, une rotation, donc je tourne le vecteur comme ça, tac, et après j'élargis le vecteur, pouf, et je forme le vecteur 2 moins 3. Ici, tu vois que j'ai fait deux types de transformations, une rotation et un élargissement.
Mais comme je t'ai dit, tu peux faire rotation, élargissement, translation, compression, etc. Et en algèbre, on va dire que ok, toutes ces opérations-là, on peut regrouper tout ça en un seul élément qu'on va appeler une matrice. Une matrice, quand on parle de matrice tout le temps, matrice, 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 une matrice, c'est tout simplement une composante mathématique qui va stocker toutes les informations de la transformation qu'un système a pu faire. Donc, généralement, on appelle ça une matrice. On peut également parler d'opérateurs qui peut en mécanique quantique, on parle beaucoup d'opérateurs. On va parler d'opérateurs hamiltoniens. Donc, un opérateur, c'est un objet mathématique qui va transformer un état ou un vecteur. Ici, par exemple, ça peut être une matrice. Donc, exemple, le vecteur 1 peut être composé de deux vecteurs. Donc, il y a une loi formidable en géométrie ou en algèbre qui nous dit qu'un vecteur peut être composé par la somme de plusieurs autres vecteurs. C'est juste une loi de linéarité parce qu'on fait de l'algèbre linéaire. Donc, le vecteur 1 peut être composé du vecteur 0 ou le vecteur 0 1. Et tu vas voir pourquoi que je choisis ces vecteurs-là. Parce que le vecteur 0 correspond au vecteur directeur normé sur l'axe des x, donc le vecteur que je vais mettre ici en rouge. Je vais le mettre en rouge comme ça, c'est le vecteur qui est ici. Et je vais mettre en vert le vecteur 1, le vecteur qui est ici en bleu plutôt. C'est le vecteur, non en vert, c'était le vert. Le vecteur qui est ici. Et tu vois que ton vecteur V est composé des deux. Donc si tu fais ça plus ça, tu reviens au vecteur V. Ça, tu l'as bien compris. Une loi super intéressante, c'est-à-dire que plutôt que de voir la transformation comme le changement du vecteur 1, je peux dire que c'est comme si j'avais changé indépendamment 0 et qu'ensuite je changeais le vecteur 0. C'est comme si le vecteur 0, je vais écrire en jaune, c'est comme si le vecteur qui est ici en jaune s'est élargi et est devenu le vecteur de 0. Et je peux également dire que le vecteur, je vais écrire en vert, le vecteur 1 a tourné, donc il a flippé, il s'est élargi et devient le vecteur 0, moins 3. En comprenant ça, on peut dire qu'en fait, M, qui est la matrice de transformation, est une matrice qui fait des opérations linéaires. Pour faire des opérations linéaires, ça veut dire que si j'ai une matrice M et que je l'applique à la somme de deux vecteurs A plus B, je peux supposer que l'opération effectuée, c'est M fois A plus M fois B. On appelle ça un opérateur qui est linéaire. Ici, en algèbre, on dit qu'on fait de l'algèbre linéaire et que la linéarité est vraie pour les opérations entre matrices et vecteurs. Donc ça, c'est vraiment le lien entre eux. Parce que généralement, je pense que les matrices, tu as vu ça séparément, et les vecteurs, tu as vu ça séparément. Mais les deux peuvent évoluer ensemble, bien évidemment. Donc, un exemple d'une matrice de transformation pour ce système, c'est la matrice de 0 et 0 moins 3. Tu vas me dire, comment est-ce que j'ai trouvé ça? Peut-être tu vas le voir immédiatement que j'ai juste récupéré les vecteurs 2, 0 et le vecteur 0, moins 3. Je vais t'expliquer pourquoi la matrice de transformation peut s'écrire sous cette forme. Première chose, supposons que tu fais aucune opération, tu ne fais rien du tout. Ne rien faire, c'est d'avoir un vecteur V, d'appliquer une matrice et toujours d'avoir le vecteur V. Donc, tu fais une opération qui ne fait rien du tout. Et cette opération, on appelle ça le vecteur identité. Il s'écrit généralement sous la forme de 1, 0 et 0. Si tu regardes bien ce vecteur, en fait, le vecteur identité est constitué de ce que j'ai dit au début, des vecteurs directeurs normés, un x, qui est le vecteur 1, 0, et le vecteur 1y, qui est le vecteur 0. Ensuite, ce que toi tu fais, c'est que tu transformes ce vecteur en un autre vecteur. Tu le transformes en vecteur 2, 0. Tu transformes le vecteur 0, 1 au vecteur 0, 3. Cela correspond tout simplement à modifier en fait les vecteurs qui sont dans la matrice M qui ne faisait rien et maintenant qui fait quelque chose, qui fait ce qu'on appelle ici rotation et élargissement. La matrice de transformation ici, c'est 2, 0 et 0, 1. Donc, ce qui correspond à avoir modifié le vecteur 1, 0 et modifié le vecteur 0, 1. Ça, c'est la forme la plus intuitive que je puisse imaginer. Donc, en quelque sorte, si tu quittes un vecteur 2, 3, par exemple, et que tu arrives à un autre vecteur, disons 4,
6 ou même moins 6 ou ce que tu veux, tu te demandes, OK, tu vas décomposer ce vecteur en vecteur 1, 0 comme ça, 1, 0. Tu vas trouver la décomposition qu'il faut, décomposition nécessaire qu'il faut. Si elle existe, forcément elle existe, il y aura des coefficients disons AB comme ça. Tu vas te demander quelle transformation je dois faire ici pour pour pouvoir avoir la décomposition de ce vecteur-ci. Donc quelle transformation a été effectuée ici? Quelle transformation a été effectuée ici? Telle que à la fin, j'aurai encore 2 vecteurs et que la somme me donnera ça. Et dès que tu trouves la transformation qui a été effectuée, tu vas juste remplacer ça ici. Mais c'est pas toujours aussi évident. Bien évidemment, j'ai plein d'exemples qui étaient simples. Mais c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de parler de quoi? Des vecteurs propres et des valeurs propres. On va y arriver. Mais ici, je t'ai montré qu'en appliquant une matrice à un vecteur, tu peux transformer ce vecteur-là. Mais si tu regardes bien, la transformation qui a été effectuée, c'était une rotation. Ça peut même être une translation. Maintenant, on peut se demander, est-ce qu'il est possible d'appliquer une transformation sur V sans faire tourner V, mais de rester sur ce qu'on appelle la ligne, le span du vecteur V. Donc, un exemple, c'est par exemple, si j'applique la matrice M au vecteur 1, 1, il devient le vecteur 2, 3. Le vecteur 2, 3, c'est un vecteur qui a été, comme on a dit, rotation et élargissement. Donc, ça vérifie bien que la matrice de rotation, que la matrice de transformation que j'ai mis ici, c'était la bonne matrice de transformation. Mais la première question que je vais poser, c'est déjà, est-ce que cette matrice est unique? Est-ce qu'il existe une seule matrice M? La réponse, c'est non. Il existe une deuxième matrice M qui peut s'écrire sous la forme de 1, 1 et moins 2, moins 2, moins 1. Tu peux vérifier facilement que si je prends cette matrice, j'applique à 1, 1, je retrouve 2, moins 3. Cela peut te sembler bizarre, c'est-à-dire que mais là, j'ai une transformation spécifique, mais je n'ai pas une seule matrice qui me permet d'avoir cette transformation. Pourquoi est-ce qu'on a ça? En fait, parce que je me suis basé au tout début que le vecteur 1, 1 pouvait s'écrire comme le vecteur 1, 0, 0, 1. Est-ce que c'est la seule façon de décomposer le vecteur 1, 1? La réponse est non. Le vecteur 1, 1, j'ai fait un exemple bidon, peut s'écrire comme, ça peut s'écrire comme le vecteur 2, 3, et le vecteur, il ne me reste plus qu'à écrire ce que je veux, et le vecteur 1 non plus, le vecteur, disons, moins 1 et moins 2. Donc ton vecteur 1, 1 peut s'écrire comme le vecteur 2, 3 et moins 1, moins 2. Et après, tu te dis, OK, le vecteur 2, 3 va subir une transformation, et le vecteur 1, moins 2 va subir une autre transformation pour arriver à ce que je veux. Donc tu dis, OK, ils vont te transformer, là c'est encore des grosses suppositions. Ils vont te transformer et arriver à d'autres vecteurs. Et quelles ont été les différentes transformations qui sont appliquées sur ces deux vecteurs-là? Et sur base de ça, tu vas pouvoir créer une nouvelle matrice de transformation. Alors ici, on retrouve un résultat assez intéressant qui démontre qu'il n'y a pas qu'une seule façon de générer une matrice de transformation. Dans le M, la matrice de transformation n'est pas du tout unique, n'est pas unique. Mais il y aura un truc qui va être unique à elle. Et on va le voir tout de suite. Ça va être lié au vecteur propre, aux valeurs propres. Donc, plus c'est qu'utiliser ça, on y arrive. Donc, supposons maintenant que j'aimerais transformer V de telle sorte que V reste sur ce qu'on appelle son étendue. Donc, l'étendue d'un vecteur, c'est juste une ligne qui passe à travers ce vecteur-ci. Cette ligne, on peut la voir comme un sous-espace. Pourquoi un sous-espace? Parce que si on travaille avec un espace à 2 dimensions, un espace à 2 dimensions, c'est, disons, un plan, et une ligne, c'est un objet à une dimension. Un espace à 2 dimensions peut engendrer ou peut contenir une infinité de lignes. C'est-à-dire que dans l'espace à 2 dimensions, tu as une infinité de lignes. Et une ligne, donc si je trace une ligne comme ça, une ligne, c'est un espace à une dimension. Ça peut être un vecteur, comme ça peut être juste une ligne X. Dans un espace qui a une dimension. Et dans un espace à 2 dimensions, tu as plein de lignes possibles. Donc, tu as plein d'espaces à une dimension possible. Et rester sur une ligne revient à rester dans un sous-espace de ton espace que tu avais au départ. Donc, si je fais une transformation sur V et que j'engendre un autre vecteur R qui est sur la même ligne, ça veut dire que le vecteur R se trouve dans le même sous-espace que le vecteur V. En mécanique quantique, on va dire que le vecteur R est dans un état qui est stationnaire, dans l'état qui est la dimension de cette ligne
n'a pas du tout changé. Dans cette ligne en vert qui est l'étendue peut être vue comme un espace. Celle-ci qui est un sous-espace, c'est l'espace à 2 dimensions. Et tant que j'ai des vecteurs qui restent sur cette ligne, tous les vecteurs restent dans le même sous-espace, donc dans le même état. Donc, c'est-à-dire que R, c'est tout simplement lambda fois V. Et du coup, la question qu'on se demande, c'est existe-t-il une matrice M telle que quand j'applique M sur le vecteur V, je retrouve lambda fois V. Donc, je viens de comprendre que V, qui est vecteur propre, c'est un vecteur tel que quand il subit une transformation, il y reste dans son même sous-espace qu'il engendre au départ. Donc V qui est un vecteur, ça peut être un vecteur à 2 dimensions, qui est juste une ligne, qui est un espace à une dimension. Ça peut être un vecteur à 3 dimensions. Cette fois-ci, son espace, ça va être une ligne. Mais à 3 dimensions, donc ça va engendrer un sous-espace à 2 dimensions, donc ça va engendrer un plan de vecteurs, etc., 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 etc. Donc, en gros, c'est tu veux un vecteur qui reste dans son même sous-espace et en restant dans son même sous-espace, ça veut dire qu'à chaque fois, il est multiplié par une constante lambda. Donc, si tu multiplies m encore fois lambda v, tu obtiens lambda carré v, n fois v, tu obtiens lambda n fois v. À la fois, ça va que multiplier, multiplier, se balader sur la ligne sans jamais quitter de la ligne. C'est ça qu'on appelle un vecteur propre. Et le facteur multiplicatif, c'est les valeurs propres. Donc, existe-t-il un vecteur qui respecte ça? Et quelles sont les valeurs reliées à ces vecteurs propres? Donc, quelles sont les valeurs propres reliées à ces vecteurs propres de M? On va parler de vecteurs propres et valeurs propres d'un opérateur M ou d'une matrice M. Toute l'histoire de la mécanique quantique, c'est de retrouver les valeurs propres de l'hamiltonien. Toute l'histoire de la mécanique des fluides, etc., c'est de retrouver les valeurs propres des opérateurs différentiels, tels que le Laplacien, le gradient, l'explorateur, etc., etc. Donc là, j'ai ma belle équation algébrique et tout ce qui me reste à faire, c'est de faire de l'algèbre. Donc, je dis, OK, m fois v vaut lambda v. Je ramène le lambda v de l'autre côté. J'ai m fois v, mon lambda v, qui me donne le vecteur nul et pas 0. Parce que m fois v donne un vecteur, lambda fois v donne un vecteur. Et un vecteur moins un vecteur, OK, ça donne 0, mais pas 0, mais un vecteur nul. Un vecteur qui a 2 composants 0, 0, si je suis en 2 dimensions, et n composantes si je suis en dimension n. Ensuite, on remarque quelque chose d'intéressant. Je peux factoriser le v. Si je factorise v, il va me rester m ici. Mais si je factorise v, il ne va pas me rester lambda, parce que je ne peux pas faire m moins lambda. M, c'est une matrice, lambda, c'est un scalaire réel qui peut même être complexe si je veux, mais ici, lambda est rien. Donc, je vais faire m moins lambda fois la matrice identité. Donc, le 1 devant le lambda, c'est pas le 1, c'est pas un 1, mais une matrice identité. Et un truc super intéressant. Ici, tu as une matrice fois un vecteur qui te donne un vecteur nul. Tu as deux cas possibles. Soit v est égal à 0, donc v c'est le vecteur nul. Ouais, pas intéressant. Le vecteur nul fois une matrice qui est dans 0, c'est pas intéressant. On ne s'attendait pas à ça. Donc, on va dire que, OK, nous, on veut un vecteur v qui est non nul. On veut une solution non triviale. On ne veut pas une solution facile, on ne veut pas une solution simple. On veut un vrai vecteur qui ne change pas face à une opération. Que vaut ce vecteur-là? Maintenant, chose intéressante, c'est M qui est une matrice, il n'y a pas de matrice nulle. Ça ne veut rien dire d'être une matrice nulle. Donc, je ne veux pas dire que la matrice est nulle. Et alors, ce n'est pas une information assez suffisante. Je vais te démontrer un peu comment résoudre ça. Non, imagine-toi que tu as un système d'équation. Je pense que tu as déjà dû voir. AX est égal à B. AX est égal à B, ce qu'on appelle un système d'équations. Et ici, c'est les vecteurs. Et toi, tu veux résoudre ce système d'équations. Bon, généralement, je choisis que X, ton vecteur de solution, c'est l'inverse de A fois B. Et tu sais que l'inverse, pour trouver l'inverse, c'est ta matrice de conjugué. Donc, c'est conjugué. On appelle ça maths conjugué. Donc, conde. Je dis conde. Pas le conditionnement, mais c'est la matrice de conjugué de A divisé par le déterminant de A. Donc, si l'espace des solutions existe, première condition, le déterminant doit être non nul. Et si le déterminant est nul, alors il n'y a pas de solution possible. Donc, je pense que ça, tu l'as vu en secondaire, pas en secondaire à l'université, ou en secondaire aussi, on entend cours de maths. Que si tu as un système d'équations,
Ce système admet des solutions si le déterminant de ta matrice est non nul. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'en fait, un déterminant nul, ça veut dire énormément de choses. On est d'accord qu'un vecteur V existe dans l'espace à 2 dimensions. Donc, ça veut dire que le vecteur V doit être engendré par 2 vecteurs autonormés qui forment un espace, et cet espace a une certaine aire. Donc ça, ici, c'est l'aire, qui est un objet à 2 dimensions. Donc une quantité à 2 dimensions. Ensuite, toi, tu dis que tu appliques une matrice M moins lambda I à ce vecteur et tu tombes au vecteur nul. Ça veut dire que tu fais une opération sur un vecteur qui va détruire l'espace du vecteur. En quelque sorte, qui va détruire l'aire du vecteur. En quelque sorte, qui va engendrer un espace qui n'a plus de solution. X ici, c'est l'espace des solutions. C'est-à-dire que les solutions existent. Et toi qui fais une opération qui va détruire l'espace des solutions, qui n'admet pas de solution, qui va avoir un vecteur V qui va s'écraser et devenir un vecteur 0. Et ça, c'est uniquement vrai si le déterminant est nul. Si le déterminant est nul, je pense qu'en géométrie, on dit que tu détruis l'espace que tu avais au départ. Donc, tu fais une opération qui détruit l'espace. Et faire ça veut dire que le déterminant de ta matrice de transformation est égal à 0. Voilà, je donne un peu deux explications sur base de l'aire qui est liée à l'espace et cet espace qui est lié à l'espace des solutions. Aussi au fait que tu détruis l'espace du vecteur V. Tu le mets au point 0. Pour le vecteur nul, c'est juste le point 0, 0. C'est juste un truc. C'est comme 0, mais en forme de vecteur. Donc, là, on comprend que le déterminant de M moins lambda doit être égal à 0. Ensuite, il faut construire la matrice M moins lambda. Ça revient à faire M. Si je prends l'exemple de M, c'est 2, 0 ou 0 moins 3, moins lambda, identité. Je génère la matrice 2 moins lambda, 0, 0, 3 moins lambda. Donc, en gros, c'est calculer le déterminant de ta matrice avec moins 1 lambda sur la diagonale principale. Ensuite, je dois faire le déterminant d'une matrice, c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, produit croisé. Normalement, le produit croisé a un sens. C'est comme je disais au début, souvent en mécanique quantique, on a des Hamiltoniens. Et des Hamiltoniens, dans cet Hamiltonien ou dans cette matrix ou dans cet opérateur, il y a d'autres opérateurs. Et certains opérateurs ne commutent pas entre eux. Bon, souvent, il faut respecter la règle. Je pense que c'est bas vers le haut. Non, c'est ça. Moins 3 moins lambda, moins 2 moins lambda et 0 moins 0. 0 fois 0. Donc, moins 0 fois ça. Donc, on n'utilise pas cette règle pour aller faire de la mécanique quantique. Il faut faire attention à la règle de multiplication. Peut-être écrire sur Internet. Je pense que c'est bas vers haut. Donc, c'est moins 3 moins lambda fois 2 moins lambda et 0 moins 0 fois 0. 0, 0 fois 0, 0. Donc, juste 2 moins lambda fois moins 3 moins lambda. Ici, tu peux dire que, OK, moins 3 moins lambda fois 2 moins lambda, c'est la même chose. En mécanique quantique, c'est pas la même chose parce que des fois, tu as les multiplications qui ne commutent pas. Donc, tu peux pas dire que A fois B, c'est B fois A. Des fois, c'est pas vrai. Donc, ici, on trouve que lambda vaut 2 et moins 3. Le résultat, pas très surprenant parce qu'on a déjà vu ces chiffres au tout début. Si tu regardes bien ce que j'ai dit au tout début, le vecteur 1, 0 devient le vecteur de 1. Donc, c'est comme si le vecteur 1, 0 a juste été quoi? Multiplié par 2. Et le vecteur 0, 2 devient le vecteur 0, moins 3. Il a été multiplié par moins 3. Et là, tu t'es dit, mais attends, là, on a deux vecteurs qui ont subi juste une multiplication par constante, c'est qui est marqué ici. Donc, les vecteurs propres qui correspondent à cette valeur propre, c'est le vecteur 1, 0 et le vecteur 0, 1. Donc, en fait, je viens de boucler la boucle. Au début, j'ai choisi cette décomposition parce que je sais que en décomposant un vecteur selon les vecteurs orthonormés, qui sont en fait les vecteurs 1, 0, sont les vecteurs propres de n'importe quel système matriciel. Je n'en suis pas très sûr. Mais ici, j'ai pris un exemple qui était assez flagrant. Parce qu'ici, j'ai fait des transformations qui respectaient en fait la définition d'un vecteur propre. J'ai pris le vecteur 1, 1, je l'ai transformé sur sa ligne, son sous-espace qui était en fait l'axe des Y. Et j'ai pris le vecteur 2, 2, je l'ai transformé sur sa ligne, ici, qui était l'espace des X. C'est pour ça qu'à la fin, je trouve qu'ils sont en fait les vecteurs propres de ma matrice de départ.
Et c'est pour ça qu'en fait, elle a cette forme aussi belle de juste prendre les vecteurs propres et les placer dans la colonne comme ça. Voilà, je vais pas rendre la vidéo beaucoup plus longue. Dans cette vidéo avait plutôt sens de t'introduire les vecteurs propres, les valeurs propres, de donner un sens géométrique et un peu physique, un peu mathématique. Et dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer vraiment comment calculer les valeurs propres de façon super efficace, 100 fois plus rapidement que cette méthode classique que je te propose. Parce que, OK, une matrice 2 fois 2 c'est simple, mais dans la vraie vie, ou pas de la vraie en mécanique quantique ou en maths, on a des fois des matrices 3 fois 3, 4 fois 4, avec plein de valeurs. Et appliquer ça, des fois, c'est pas la meilleure approche parce que ça prend énormément de temps. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais te montrer une méthode super rapide pour calculer les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice. J'espère que cette introduction t'a plu. Moi, je l'ai trouvée assez complète. Sens physique, sens géométrique, petit exemple, conclusion assez élégante. Je boucle la boucle. C'était Djibril. Allez,